Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue le 8 mai 2025, j'ai eu l'avantage de soumettre à la représentation nationale pour approbation certains engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue le 8 mai 2025, j'ai eu l'avantage de soumettre à la représentation nationale pour approbation certains engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo pris par ordonnance loi du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après approbation du Conseil des ministres pendant vos vacances parlementaires de décembre 2024, conformément à la loi d'habilitation du 21 décembre 2024. Dans le domaine des finances, j'ai à l'occasion de montrer l'opportunité et l'urgence de la démarche en faveur de 3 accords de prêt et un accord de partenariat en phase avec 6 engagements du quinquennat du chef de l'État inscrits dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à travers lesquels le président de la République s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant de manière progressive les disparités géographiques entre les milieux ruraux et urbains en ce qui concerne, premier point, l'offre de services sociaux, notamment ceux liés à l'approvisionnement durable des services de l'eau et de l'assainissement. Deuxième point, l'assainissement de la structure de prix des carburants terrestres et aviation pour assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, produits stratégiques. Troisième tiré, le développement du transport aérien pour assurer les transports aériens à l'intérieur et à l'extérieur de la République démocratique du Congo par la mise en place d'un système de transport aérien fiable, organisé et efficace, fondé sur les normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. En substance, de 3 accords de prêt négociés et conclus avec le gouvernement de la République, 2 s'inscrivent dans le cadre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et valorisation des ressources en eau frontalières entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, à travers le projet Prédire. Ils ont été signés pour les premiers le 5 octobre 2024 avec le fonds de l'OPEP pour un développement international avec un montant total de 30 millions de dollars américains, et pour le deuxième, le 16 octobre 2024, avec le Fonds africain de développement FAD, pour un montant de 12,5 millions d'unités de compte, soit 16,6 millions de dollars américains. Ce projet Prédire, qui s'exécute en 2 phases, constitue une opportunité pour la République démocratique du Congo d'amorcer dans sa première phase la résolution de la problématique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Gbadolite, à Mobayembongo, Yakoma, à Bouzi, Wapinda, Kotakoli, Fiwa et Biguenor. Ce projet devra aussi renforcer la gouvernance des secteurs de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les capacités des parties prenantes, notamment la régie des eaux, dans l'amélioration de la gestion de l'eau et des actifs dans les zones concernées. Le 3e accord se rapporte à l'appurement des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières certifiées à fin décembre 2023 et a été signé le 29 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et un consortium de banques commerciales congolaises, Equity BCDC, First Bank DRC, EcoBank DRC,
Standard Bank RDC sous forme d'un emprunt syndiqué d'un montant total de 469 millions de dollars américains. Les contrats de financement signés en date du 29 novembre 2024 visent à régler les créances accumulées depuis par les sociétés pétrolières, résultant du gel des prix de carburant institué en 2009 afin de prévenir une éventuelle crise d'approvisionnement en produits stratégiques. Alors qu'un premier décaissement de 123,5 millions de dollars avait été réalisé en février 2024 pour payer une partie des dettes certifiées, le gouvernement avait prévu un deuxième tirage de l'ordre de 282 millions de dollars américains pour apurer les créances restantes à fin décembre 2023. Les négociations avaient permis de réduire les conditions financières initiales avec une baisse des taux d'intérêt de 12 à 10% grâce à la vigilance des cadres de l'administration et une réduction des frais annexes, générant ainsi une économie globale de plus de 44,4 millions de dollars, soit une baisse de 40% du coût total comparativement à l'ancien emprunt qui a été tiré. La démarche visait à éviter une rupture critique dans la chaîne d'approvisionnement pétrolier, particulièrement durant les festivités de fin de l'année 2024, mais également à garantir la stabilité du secteur pétrolier, à soulager les trésoreries des sociétés concernées et enfin à assurer la continuité des services à nos populations. En ce qui concerne l'accord de partenariat en vue d'améliorer les déplacements par voie aérienne de nos populations et élargir le nombre d'opérateurs dans les secteurs en République démocratique du Congo, le gouvernement de notre pays avait levé l'option lors des réunions du Conseil des ministres du 15 avril 2022 et du 20 septembre 2024 de la création de la société Air Congo SA, fruit d'un partenariat entre l'État congolais et Ethiopian Airlines Group, et dont les parts sociales étaient détenues majoritairement par la République démocratique du Congo. Un accord des actionnaires a donc été conclu en date du 20 septembre 2024 entre la RDC et Ethiopian Airlines Group pour la création d'une entreprise de transport aérien sous forme d'une joint venture dénommée Air Congo SA, revêtant des atouts substantiels devant apporter les solutions techniques, matérielles, financières et l'expertise nécessaire lui permettant de concurrencer des compagnies privées et ou étrangères au niveau domestique et régional. L'édit accord prévoit que les gouvernements de la République démocratique du Congo participent à hauteur de 51%, soit 59 milliards 598 millions de francs congolais, l'équivalent de 20 400 000 dollars américains, et Ethiopian Airlines Group à hauteur de 49%, soit 57 milliards 232 millions de francs congolais, soit 19 600 000 dollars américains. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, le dernier projet de loi que je vais vous présenter ce jour se rapporte à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans notre pays. La loi numéro 22/68, promulguée le 27 décembre 2022, visait à moderniser les cadres de lutte contre le blanchissement de capitaux dans notre pays, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, afin de conformer la République aux 40 recommandations du GAFI et aux principes d'échange d'informations du groupe Egmont. Cette initiative faisait suite aux conclusions de l'évaluation mutuelle menée au cours de l'exercice 2018 par GABAC, laquelle avait mis en évidence les failles stratégiques importantes. Faute de correction rapide, la République démocratique du Congo, notre pays, a été inscrite en octobre 2022 sur la liste grise du GAFI, sous surveillance renforcée. Pour sortir de cette liste, un plan d'action a été convenu entre mai 2023 et mai 2025, avec la transmission de 7 rapports destinés à démontrer la mise en œuvre des recommandations et les progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchissement de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'inscription de la liste grise
pèse fortement sur l'économie nationale. Les partenaires financiers internationaux se montrent plus réticents à accorder des aides et même des emprunts, ce qui nuit à la réputation de l'État et restreint les ressources disponibles. Pour les investisseurs étrangers qui rencontrent les difficultés pour rapatrier les capitaux, tandis que les échanges commerciaux sont ralentis par les formalités plus lourdes et par l'exclusion de la RDC du réseau SWIFT, ce qui accroît les coûts et complique les opérations bancaires internationales pour notre pays. Enfin, la perte des correspondants bancaires rend plus coûteux et plus lent les traitements des paiements transfrontaliers. Consciente de ces réserves exprimées tant par les GAFI que par les groupes Egmont, la République démocratique du Congo entend désormais amender sa législation pour combler les lacunes relevées. Il s'agit notamment d'élargir la définition des infractions de financement du terrorisme, de renforcer les devoirs de vigilance des acteurs financiers, d'améliorer l'efficacité des sanctions financières ciblées, de garantir la qualité et le suivi des recommandations, y compris les déclarations d'opérations suspectes, et enfin, d'assurer la conservation adéquate des documents. Par ailleurs, la loi devra lever des obstacles juridiques empêchant la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF en cycle, d'échanger des informations une fois procédure pénale engagée. L'ambition sous-jacente est double: permettre à la République démocratique du Congo de sortir de la liste grise au mois d'octobre 2025. Telle est l'ambition de votre gouvernement, qui est d'obtenir dans les mêmes délais son adhésion au groupe Egmont. Depuis mai 2023, le plan d'action a donné lieu à l'envoi et à l'examen de 7 rapports auprès du groupe conjoint Afrique du GAFI, avec des reconnaissances des progrès qui ont été réalisés par notre pays, bien que certaines faiblesses subsistent. Lors de la réunion annuelle du groupe Egmont à Paris entre le 2 et le 7 juin 2024, des réserves ont été émises sur l'adhésion de la RDC à ce groupe, motivées par les insuffisances que nous avons mentionnées ici, dont notamment celles législatives. Les projets de loi présentés aujourd'hui répondent donc à ces remarques en proposant des amendements indispensables pour renforcer l'intégrité du système financier national. Son adoption par le Parlement est essentielle pour restaurer la confiance de la communauté internationale, assurer la conformité aux standards du GAFI et du groupe Egmont, et ainsi ramener la République démocratique du Congo hors de la surveillance renforcée, tout en facilitant son intégration au réseau Egmont dans les délais impartis. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, j'ai donc en ce jour l'insigne honneur de soumettre à votre examen et approbation 4 projets de loi portant ratification de leurs ordonnances et lois respectives, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 129, alinéa D et 3, et à la loi numéro 24/12 de décembre 2024 portant habilitation du gouvernement en son point 4, ainsi que les projets de loi portant modification de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchissement de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cependant, nous voudrions attirer l'attention de votre auguste chambre sur le fait que certaines améliorations ont été formulées par l'Assemblée nationale et que nous espérons que votre gouvernement aura l'opportunité de revenir au niveau de la commission ECOFIR du Sénat pour donner ce point de vue, parce que certains articles non pris en compte par les textes qui ont été approuvés en Conseil des ministres ont connu des modifications substantielles. Je vous prie de bien approuver et recevoir ces projets qui vous ont été soumis, tout en vous remerciant de votre attention soutenue. Merci. Honorable sénateur, d'emblée ici, je suis profondément convaincu au nom du gouvernement qu'aucun sénateur n'est prêt à accepter les compromis pour discuter sur
les raisons existentielles de la caisse de péréquation. Parce qu'en tant que représentant de nos provinces, vous êtes convaincus que la volonté du constituant est de veiller aux équilibres en termes d'investissement entre nos provinces pour renforcer la solidarité, la cohésion nationale. Et je réaffirme que votre gouvernement sait pertinemment que la Constitution de la République et la loi de nos lois passent avant toute considération. Mais j'aimerais ici solliciter de sages de la République un dépassionnement du débat sur cette problématique et indiquer les difficultés rencontrées depuis 2006 et les perspectives que votre gouvernement apporte pour qu'enfin nous puissions, ne fût-ce que commencer à opérationnaliser cette caisse de péréquation. C'est la méthodologie que je sollicite humblement que j'obtienne auprès de cette auguste salle. Conformément à l'invitation qui m'a été adressée hier, le lundi 2 juin 2025, je me fais l'honneur de me présenter devant votre auguste chambre pour apporter des éclaircissements sur l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, CNP, siégée au cœur de notre idéal de justice territoriale. Permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des honorables sénateurs et de manière particulière l'honorable sénateur Lutundula Apala Pene Apala pour cette opportunité de rendre compte de l'action du gouvernement et d'échanger sur cette institution fondamentale consacrée par notre Constitution. Il vous souviendra que, lors de mon intervention à l'occasion de la présentation de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023, j'avais, en plus de réaffirmer la volonté d'opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation, rappelé ici, mais également devant votre auguste chambre, les différentes contraintes auxquelles font face les différents gouvernements qui nous ont précédés depuis 2006 à ce jour dans la quête de l'opérationnalisation, mais également de la mise en œuvre d'une disposition de la loi fondamentale. La loi organique relative à la Caisse nationale de péréquation a été adoptée en 2016, posant les bases de l'organisation de son fonctionnement. Cependant, en dépit de ces instruments, cette caisse n'a pas pu commencer. Son effectivité n'a été que reportée. Ce qui nécessite de se poser des questions profondes sur la mise en œuvre que nous abordons dans la deuxième partie de notre exposé. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, s'agissant de l'exécution financière et budgétaire, il sied de relever que plusieurs obstacles ont compromis l'opérationnalisation effective de la Caisse nationale de péréquation, suivant les mécanismes définis à l'article 24 de la loi organique numéro 16/028 du 8 novembre 2026. Cette disposition prévoit qu'une quotité de 10% des recettes à caractère national soit versée et de manière automatique sur le sous-compte désigné fonds de péréquation. En effet, la gestion actuelle de la trésorerie se fait sur base caisse, tenant compte du niveau réel de mobilisation des ressources courantes, dans le strict respect des principes de non-recours au financement monétaire et des engagements pris dans le cadre des différents programmes économiques avec nos partenaires internationaux. En tant que régulateur de la trésorerie, les arbitrages opérés par les ministères des Finances reposent sur une hiérarchisation des dépenses, les dépenses dites contraignantes étant traitées en priorité. Il s'agit notamment de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, des remboursements des intérêts
des emprunts contractés par la République et des autres charges de fonctionnement contraignants, y compris les questions sécuritaires. À titre d'illustration, pour les 5 premiers mois de l'année 2025, l'enveloppe mensuelle moyenne de l'état liquidatif de la rémunération représente environ 47% des recettes courantes. Ça voudrait dire, si nous ne sommes pas dans un mois d'échéance fiscale, la moyenne des recettes tourne autour de 600 à 650 millions de dollars. Les rémunérations, elles seules, 350 millions de dollars. Et je ne parle pas des investissements, je ne parle pas des fonctionnements des institutions, je ne parle pas des remboursements des emprunts, je ne parle pas des autres charges contraignantes de l'État. Cette gestion s'effectue dans un contexte macroéconomique particulièrement contraint et marqué par plusieurs facteurs aggravants. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. 2024, à partir du mois d'octobre, et l'année 2025 qui a débuté par une nouvelle escalade de la guerre dans l'est marquée par l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par l'armée rwandaise, sous couvert des éléments de l'AFC M23. Cette aggravation a provoqué une crise humanitaire majeure, ravivé les blessures de notre histoire. Le gouvernement, conscient de la gravité de la situation, a réagi de manière tant pour défendre l'intégrité territoriale que pour venir en aide aux déplacés. Cette réponse est traduite par une explosion des dépenses sécuritaires, passée d'une moyenne mensuelle de 293 milliards de francs en 2023 à 448 milliards au premier semestre 2024, à 366 milliards au second semestre 2024 et à 800 milliards pour les 5 premiers mois de 2025 et chaque mois, soit une progression de 130%. Deuxième point, l'accroissement de l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Comme je l'ai rappelé en introduction, les poids croissant de la masse salariale constitue un second défi. Il résulte à la fois des engagements pris à la suite des négociations avec les syndicats du secteur public et de la décision de revaloriser leurs salaires, y compris les salaires ou soldes des agents des forces de sécurité de notre pays. L'enveloppe salariale a ainsi progressé de manière continue au 4e trimestre 2024. Elle a cru de 11%, représentant 49,6% des recettes courantes. Au premier trimestre 2025, ce ratio est monté à 56% des recettes courantes, bien au-dessus des normes recommandées au niveau national, au niveau international et régional, entre 35 et 40% selon la SADC. Cette dynamique absorbe une part substantielle des ressources de l'État au détriment des autres priorités nationales. À quoi et quelles sont les raisons qui ont été à la base de cette révalorisation? Lorsque notre gouvernement arrive, il trouve un cadre macroéconomique désarticulé, instable, une inflation qui tourne autour de 22,3%, une dépréciation de notre monnaie qui a vécu 4,8% au cours du premier semestre 2023 et au second semestre, on a franchi les 5%. Les agents et fonctionnaires de l'État ont perdu le pouvoir d'achat suite à l'instabilité du cadre macroéconomique. Et c'est déclenché un combat et l'espoir à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Lorsque le nouveau gouvernement arrive, c'est le moment où le peuple se dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut revendiquer. Les agents et fonctionnaires de l'État ont commencé à revendiquer au mois de juin-juillet pour dire, en 2022-2023, nous avons perdu le pouvoir d'achat suite à une inflation galopante, mais également à la dépréciation de la monnaie. C'est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer d'un cadre macroéconomique stable. Et vous, gouvernement nouvellement investi, vous n'avez pas de choix que de revaloriser nos rémunérations. Dans la perspective et l'objectif de maintenir la paix sociale, nous avons engagé des discussions avec les différents bancs syndicaux. C'est ainsi que nous avons revalorisé les salaires des enseignants. Nous avons revalorisé les salaires
des professeurs d'université, bien sûr de manière modeste, pas de manière très significative. Nous avons aussi fait cela avec les médecins au dernier trimestre de l'exercice 2024, mais également des nouveaux corps qui ont été recrutés, comme les magistrats, mais également les inspecteurs. Et d'autres institutions devaient être mises en place, les conseillers communaux, voilà. Et c'est une part qui a contribué à ce que l'enveloppe des rémunérations arrive à 56% de nos revenus. Et votre gouvernement est en train d'élaborer une politique salariale pour rationaliser et revenir aux standards régionaux et sous-régionaux pour permettre à ce que nous puissions naviguer dans des proportions de 30 à 35% de la masse salariale consommée sur les recettes internes. La prise en charge par le pouvoir central des dépenses relevant des provinces. L'objectif de la caisse de péréquation, c'est de renforcer la cohésion nationale et corriger les déséquilibres de développement entre nos provinces. Et le gouvernement a continué à mettre en œuvre un certain nombre de programmes qui rencontrent cet objectif, malheureusement sans pour autant agir dans le cadre de la caisse de péréquation. Et parmi ces projets d'investissement, vous avez les PDL 145 territoires, vous avez les autres projets d'investissement qui sont financés par les pouvoirs centraux, pas à Kinshasa, mais dans nos provinces, dans nos territoires. Ces programmes corrigent bel et bien, comme vous le savez, certains déséquilibres entre nos provinces. Mais le problème est qu'il n'agit pas dans le cadre de la caisse de péréquation. Et l'interrogation de l'honorable sénateur est de dire combien avez-vous investi, comment comptez-vous opérationnaliser. Le gouvernement répond en disant ce n'est pas encore opérationnel, voici les réponses, voilà ce que nous avons fait entre-temps et nous allons maintenant vous démontrer ce que le gouvernement entend faire. Mais avant cela, je rappelle ici qu'en termes chiffrés, les dépenses d'investissement sont passées d'une moyenne mensuelle de 190 milliards en 2023 à 175 milliards au premier semestre 2024, 341 milliards du second semestre 2025 et 208 milliards pour les 5 premiers mois 2025. Malgré la situation de la guerre, votre gouvernement n'a pas abdigué à la volonté de financer les investissements. Et vous pouvez le constater. Avec les difficultés que nous avons, Kinshasa est en chantier. C'est les ressources du pouvoir central qui le font. Iziro est en chantier. Une partie des ressources viennent de Kinshasa. Kisangani est en chantier. La semaine prochaine, Bwende sera en chantier. Nous n'avons pas abdigué à financer l'investissement public malgré les défis que nous rencontrons. Et je pourrais continuer la liste pour dire qu'un certain nombre d'investissements ont été réalisés dans le cadre de l'objectif de corriger ces déséquilibres. Pour corriger ces déséquilibres et renforcer la cohésion nationale. Honorable Monsieur le Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et représentant de nos provinces, après avoir exposé les contraintes budgétaires et les efforts déjà engagés dans le cadre de la correction de ces déséquilibres de manière indirecte, il me paraît essentiel maintenant de nous pencher à présent sur les questions des fonds qui entourent la mise en œuvre effective de la Caisse nationale des péréquations. En effet, depuis l'adoption de la Constitution en 2006, la Caisse nationale des péréquations est prévue à l'article 181 comme un mécanisme de solidarité interprovinciale. Pourtant, près de 2 décennies plus tard, cette institution n'est toujours pas opérationnelle. Même l'adoption de la loi organique numéro 16/028, censée fixer son organisation et son fonctionnement, n'a pas permis de franchir ces caps. Cette réalité, honorable sénateur, soulève des questions de fond. S'agit-il d'un simple manque de volonté politique? Alors, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2006 n'ont pas eu la volonté politique.
S'agit-il d'une incompétence des différents gouvernements? Alors tous auraient été incompétents. Ou bien sommes-nous confrontés à des problèmes structurels de notre système administratif? Apporter un mécanisme aussi exigeant, cette option me paraît plus plausible. Raison pour laquelle je nous propose d'engager une réflexion ensemble afin de conduire à une dynamique de la mise en œuvre de cette caisse de péréquation. Dans cette réflexion, permettez que je soulève la question sur la place de la Caisse nationale de péréquation dans les systèmes de gestion des investissements publics qui méritent d'être clarifiés. À ce jour, la gouvernance des projets d'investissement est encadrée par les décrets sur la gestion des investissements publics, qui confient un rôle central aux gestionnaires des crédits et aux mécanismes classiques de la chaîne de la dépense tel que prévu dans l'architecture de mise en œuvre des marchés publics. Cela nous amène à nous interroger si la Caisse nationale de péréquation peut-elle elle-même initier des projets d'investissement et en être ordonnateur? Les réponses divergent. Des responsables de la Caisse nationale de péréquation, de par les décrets qu'ils ont, ils estiment qu'ils peuvent initier les projets dans les provinces, ils peuvent les gérer. Ce qui n'est pas l'avis du ministère des Finances que je porte ici. Cet avis est fondé sur quoi? Sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. En son article D, la loi est claire et explicite. La Caisse nationale de péréquation a pour objectif de financer les projets d'investissement, les programmes d'investissement publics dans nos provinces, dans le but de renforcer la solidarité et la cohésion. Ici, on a parlé des mécanismes de financement, pas de gestion des projets. Question qui appelle des clarifications. Comment garantir que ces interventions répondent à l'exigence de solidarité constitutionnelle plutôt qu'à une logique sectorielle institutionnelle? Des interrogations qui doivent être clarifiées. Comment mettre en cohérence les programmes d'investissement provinciaux avec les programmes d'investissement public dans lesquels tous les investissements des provinces doivent faire partie désormais dans les cadres de nos engagements avec nos partenaires et même les sources de financement? Quelle est la place du gouvernement central dans les conseils à donner aux provinces pour la formulation des investissements qui doivent faire partie du plan d'investissement public? Des questions et des parcelles qui doivent être définies par toutes les parties prenantes. Mais également, comment mettre en cohérence les différents investissements au niveau de nos provinces avec les PNSD et garantir une soutenabilité de l'approche qui a été voulue par les constituants. Une autre interrogation qui appelle des clarifications. Aujourd'hui encore, 50% des crédits budgétaires du fonds de péréquation sont encore logés dans certains ministères sectoriels, tels que l'agriculture, les pêches, l'élevage ou encore le développement rural. Cette fragmentation n'est pas sans conséquence. Elle soulève la question du véritable ordonnateur des crédits et de l'autorité contractante. Il est donc impératif de repenser l'architecture institutionnelle autour de la Caisse nationale de péréquation, néanmoins dans son volet fonctionnement, pas en termes de mécanisme constitutionnel. Le mécanisme tel qu'il a été voulu par les constituants, il est logique, légal, cohérent. La problématique, elle est plus opérationnelle par certains mécanismes qui ont été définis ultérieurement et par la soutenabilité de l'affectation de 10% de la quotité des recettes au niveau de la Caisse nationale de péréquation. C'est dans cette optique que le gouvernement, sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, organisera entre le mois de juillet et d'août un atelier de haut niveau réunissant les parties prenantes, ministères sectoriels, les responsables de la Caisse nationale de péréquation, une invitation à nos élus, à la Chambre basse et haute, la société civile, pour apporter des clarifications sur ces mécanismes et déclencher ou proposer des mesures correctives pouvant permettre la mise en œuvre effective de la Caisse nationale de péréquation. L'objectif de cet atelier sera triple alors.
identifier les causes structurelles de la non-application de l'article 181, certaines ont été déjà appréhendées ici, étudier les modalités concrètes de mise en œuvre de la retenue à la source de 10% prévue dans la Constitution. Dans notre Constitution, il a été aussi prévu que 40% des recettes à caractère des recettes nationales de type A soient retenues aussi en province. Cette disposition n'est pas applicable pour des raisons pratiques. C'est pour cette raison que dans la loi 011/11 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, nous avons sollicité une modification pour conditionner l'application de cette disposition au transfèrement des charges des provinces que le pouvoir central est en train d'utiliser. Ça pourrait être aussi l'approche qui pourrait être proposée pour que nous ayons une mise en œuvre de la caisse de péréquation de manière progressive, pas en se fixant sur les 10%, ce qui est pratiquement impossible, pas faisable, impossible. Parce que maintenant, il faut regarder la réalité en face et dire la Constitution nous oblige de faire ceci. Quelles sont les mesures d'atténuation pour permettre que la disposition constitutionnelle soit mise en œuvre, que nos provinces bénéficient d'investissements et que ces investissements soient pilotés, gérés dans un cadre de gestion d'investissement clair et que la Caisse nationale de péréquation fonctionne tel que cela est prévu dans la loi, une caisse qui doit financer les projets d'investissement, pas gérer les projets d'investissement. Une grande différence que le gouvernement tient à clarifier. Parce qu'il existe des agences d'exécution, il existe des unités de gestion des projets et que le gouvernement veut mettre de la cohérence pour que ceux qui gèrent la Caisse nationale de péréquation ne pensent pas que les 10% ou les recettes, les ressources mises à leur disposition, c'est eux qui doivent passer, faire les appels d'offres, assurer la gestion. Ils doivent faire le suivi des opérations qu'ils vont financer, mais la gestion opérationnelle des projets, nous devons définir quelle est au niveau de l'architecture nationale les unités qui vont prendre en charge ces problématiques. C'est d'autant plus important que si nous ne répondons pas à ces interrogations, même si nous décidons aujourd'hui de mettre de manière forfaitaire des ressources, ces ressources ne vont pas répondre à une certaine cohérence et risquent d'être éparpillées à travers la République sans réel impact social dans les vies de nos populations avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, en guise de signal fort d'engagement, Son Excellence Madame la Première ministre a demandé au ministre du Budget et des Finances d'envisager, à titre expérimental et au regard des résultats et des recommandations qui vont être formulées par l'atelier qui va être initié, une mise à disposition de manière forfaitaire allant d'un montant pour les second semestre 2025 de 20 millions de dollars seulement pour mettre en œuvre et vérifier si les recommandations qui ont été formulées et la mise en œuvre et le financement des projets dans des provinces cibles peut répondre. Et lors de l'examen de la loi des finances de l'exercice 2026, on pourra alors nous dire que nous nous engageons à mettre en œuvre, opérationnaliser cette caisse en fonction des recommandations qui ont été formulées. Cette interpellation, honorable Monsieur le Président, pour nous est une opportunité de montrer les difficultés qu'il y a. La loi est écrite en des termes très simples. Le ministre des Finances doit signer un ordre de paiement permanent de 10% des recettes et ouvrir un compte, automatiquement les ressources vont aller sur ces comptes-là. Si cela était plus facile que cela, ça aurait été fait en 2006. Peut-être en 2011, peut-être en 2018, peut-être en 2023. Tant que nous n'abordons pas cette question de manière froide, en regardant les contraintes que nous avons, mais en nous disant les constituants, son esprit n'est pas à discuter. Les constituants veulent qu'il y ait une caisse nationale de péréquation. Tous ensemble, nous devons militer pour que cette caisse qui existe soit opérationnelle. Et le schéma que votre gouvernement vous propose est celui d'une réflexion pouvant répondre aux contraintes qui ont été relevées ici pour répondre à cette préoccupation. Mais aussi une autre difficulté. L'espace budgétaire
permettez la tautologie, du budget du pouvoir central, ne connaît la régression chaque année, ne connaît que la régression chaque année. Depuis 2006 à ces jours, par des initiatives, nous réduisons l'espace budgétaire du pouvoir central. Nous créons des comptes spéciaux, nous créons des établissements publics, nous préaffectons des recettes du pouvoir central à des entités, nous réduisons les recettes internes du pouvoir central, nous exprimons levé que les pouvoirs centraux respectent une disposition constitutionnelle et il y a d'autres charges de contraintes qui sont créées. Cela demande tous ensemble, sans, pas seulement le gouvernement. Et l'initiative, nous la saluons parce qu'elle vient de la Chambre des sages parmi vous, que des éminents qui ont été dans les différents gouvernements successifs ou qui nous ont précédés, qui ont rencontré les mêmes difficultés. Il faut alors que nous puissions, ensemble, par cette opportunité, nous dire comment nous opérationnalisons. Est-ce que la disponibilité des crédits dans la loi des finances a résolu les problèmes? La preuve, elle est là. Non. Depuis plus de 2016, si je ne me trompe pas, on prévoit dans la loi des finances les crédits pour cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Des défis ont été identifiés et nous avons ici proposé la stratégie du gouvernement dans l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Et nous réaffirmons ici que notre gouvernement sera peut-être le premier qui va faire fonctionner la Caisse nationale de péréquation, pas peut-être avec la propension qui a été définie par la loi, mais nous voulons d'un débit et des expériences que nous pouvons enrichir pour permettre à ce que l'on vérifie ici la volonté du constituant a été celle de voir les changements dans les cadres de nos provinces. Telles sont les réponses aux préoccupations de l'honorable sénateur Lutundula. Nous restons toutefois ouverts à des recommandations qui vont permettre à ce que l'effectivité de cette caisse démarre néanmoins au cours de ces seconds semestres de l'exercice 2025. Et nous prévoyons que la disposition des fonds que nous allons prévoir à l'issue de l'atelier va être concentrée au mois d'échéance fiscale de juillet, de septembre et de novembre. Mais cette mise à disposition est aussi proportionnelle ou elle est consécutive au travail que tous ensemble nous allons faire pour mettre en œuvre une feuille de route assurant la cohérence de l'ensemble de l'action du gouvernement, mais également en respectant la volonté du législateur qui veut de l'existence d'une caisse nationale de péréquation, un organisme qui va prendre en charge les financements des projets. Et nous avons insisté là-dessus pour que les gens arrêtent de penser qu'on va leur donner des ressources, qu'ils vont commencer à passer de marché. Nous avons des unités de gestion des projets, nous avons des physiciens. Ensemble, nous devons définir les modalités de l'opérationnalisation pour que nous puissions éviter des problèmes demain. Et le gouvernement ne veut pas décider seul, le gouvernement veut de lumières qui vont venir des élus du peuple et des sages de la République. Voilà le résumé que je pourrais faire de ma modeste présentation. Merci. Merci, honorable Monsieur le Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, pour la pertinence des préoccupations qui ont été soulevées ici. C'est toujours un moment de plaisir de se retrouver devant la Chambre des élus et sages de la République pour bien cerner l'expérience qui enrichit cette noble salle. Parce que les préoccupations qui ont été soulevées par les sages de la République sont d'autant plus fondamentales que le gouvernement, par ma parole, apprécie énormément les différentes contributions et c'est dit disponible à apporter certaines clarifications et à continuer les échanges d'enrichissement au niveau de la commission ECOFIR. D'emblée, je pourrais résumer les différentes interventions des honorables sénateurs sur trois grandes thématiques qui portent sur quelques textes qui ont été présentés.
D'abord, la loi portant modification, les projets de loi portant modification de la loi numéro 22/068 portant lutte contre le blanchissement de capitaux et les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Sur ces textes, les interrogations sont allées sur la nature juridique du service SENAREF, ses compétences, les raisons pour lesquelles le gouvernement apporte des modifications ou suggère des modifications à la loi initiale, mais également les craintes exprimées des dérives qui pourraient s'accompagner de trop de privilèges accordés aux agents administratifs des SENAREF. Sur cette thématique, je voudrais rassurer les honorables sénateurs que votre gouvernement a tenu compte de ces préoccupations et qu'est-ce que je pourrais dire que saluer la présentation aussi magistrale de l'honorable sénateur Luanga sur les différentes problématiques auxquelles nous faisons face à travers ces projets de modification qui a été soumis. Dans mon mot de présentation, j'ai bien indiqué qu'un certain nombre de dispositions, notamment les articles 13, 23, 28, 29, 90, 93, 96 et 108, ne figurant pas dans le projet initial du gouvernement, ont été ajoutés au niveau de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement n'a pas eu l'occasion de présenter ces moyens au niveau de la commission ECOFIR de l'Assemblée nationale, ce qui donne l'impression de dénaturer les textes initiaux qui a été transmis. Et combien est sage et vigilante l'observation des élus pour constater avec nous qu'il y a des correctifs qu'il faut apporter au texte. Parce que le SENAREF n'est pas un organe relevant des cours et tribunaux, où ces agents n'ont pas de compétences pour agir comme des magistrats. C'est un organe technique et administratif relevant de l'autorité du ministre des Finances, mais qui a une autonomie de gestion et une indépendance dans l'exercice de ses missions. À cela, il faut éviter d'en déduire que c'est devenu une sorte de magistrature bis, ce que les textes tendent à formuler. Et je pourrais vous rassurer que cela n'a jamais été l'option de votre gouvernement et que les différentes préoccupations qui ont été relevées par les sénateurs ont leur sens et trouvent leur fondement. Nous les avons constatés avant d'arriver dans cette salle et avons demandé à ce qu'un travail puisse être réalisé au niveau de la commission ECOFIR pour ces améliorations. Et nous allons nous aligner sur la note qui a été présentée par le sénateur Luanga pour enrichir les textes. Et nous avons pris les privilèges d'annoncer déjà cela au niveau de la commission ECOFIR de l'Assemblée nationale, qui est d'avis qu'une harmonisation selon les pratiques parlementaires pourra avoir lieu entre les deux commissions pour aller dans le sens de garantir les équilibres du pouvoir, la séparation des pouvoirs et faire en sorte que l'objectif poursuivi de renforcer la compétence des SENAREF dans la communication et l'échange de l'information lorsque les dossiers sont instruits au pénal ne puisse pas aller au-delà des limites des compétences de loi et règlements de la République démocratique du Congo en vertu de la Constitution de notre pays. C'est le résumé général que je pourrais dire sur cette loi sur le blanchissement de capitaux qui, nous renouvelons ici la requête du gouvernement de la déclarer recevable et permettre à ce que l'enrichissement puisse avoir lieu au niveau de l'ECOFIR, parce que c'est une loi essentielle qui va nous permettre d'avancer notre agenda, de faire sortir notre pays de la liste grise Gafi. Revenant sur les manques à gagner, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les sages de la République. Les raisons de l'endettement alors que les SSD et SS1 génèrent les ressources, la politique du gouvernement pour réduire les manques à gagner et afin d'éviter qu'on revienne encore ici
sollicitant des autorisations pour des emprunts pouvant aller à ces mêmes proportions. La dernière certification, l'honorable sénatrice Bahati a soulevé un nombre de questions sur la dernière certification, le paiement des avances, les bénéficiaires des dites avances, mais également les économies qui auraient été réalisées dans les négociations sur les montants de 479 millions de dollars, question renchérie par l'honorable Bongouji, en soulevant un certain nombre de préoccupations. Je n'ai pas omis de citer la plupart des intervenants, les honorables sénateurs qui ont posé les mêmes questions sur cette question, sur cette thématique plutôt. Alors, lorsque nous arrivons au gouvernement, nous trouvons une situation complexe en termes de gestion de la fiscalité pétrolière. Et dans cette salle, un sénateur a rappelé ici que les prix des produits pétroliers sont des prix administrés et régulés et que l'État impose un certain nombre de repères à travers des instruments qui sont les PMFC et les autres instruments que le gouvernement détient pour réguler et administrer les prix. Il y avait déjà un stock de manque à gagner certifié qui existait à hauteur de 479 millions de dollars à fin décembre 2023 et que des menaces, des ruptures d'approvisionnement, mais également des grèves pouvant mettre en péril notre économie et perturber la dynamique de croissance économique que nous avons voulu impulser, ont aidé à ce que le gouvernement qui nous a précédés a souscrit à un emprunt syndiqué de l'ordre de 135 millions de dollars pour la même tranche de ces manques à gagner. Ce qui nous a obligés, nous, à notre arrivée, d'agir sur les soldes du montant qui restait pour apirer les soldes des manques à gagner certifiés à fin décembre 2023. Et la meilleure nouvelle pour nous, c'est que les négociations qui ont eu lieu pour le deuxième tirage ont permis à ce que le gouvernement puisse faire des économies de 44,4 millions de dollars par rapport au taux ou aux conditions du premier tirage. Parce qu'au premier tirage, les taux tournaient autour de 12,5 et qu'il y avait des frais de gestion qui allaient au-delà du minimum requis. Nous avons, nous, imposé à ce qu'une négociation RID ait lieu et nous l'avons obtenu après beaucoup de discussions avec le secteur bancaire pour arriver à un taux indicatif de 10 et avec des frais d'arrangement inférieurs, ce qui nous a permis de générer des économies de 44,4 millions de dollars. Et la bonne nouvelle pour ceux qui connaissent le secteur, pour la première fois encore, votre gouvernement n'a pas partagé la décote. Nous avons dit que notre pays est dans une situation particulière. Nous tenons à rassurer une meilleure orientation de la politique du gouvernement dans ce domaine. Revenons sur la politique du gouvernement pour réduire les manques à gagner. Je crois qu'il y a déjà des premiers résultats qui sont indicatifs de l'ampleur du chantier que nous avons entrepris au niveau du gouvernement. Nous avons d'abord, dans un premier lieu, déclenché une bataille que nous avons failli perdre contre la fraude dans une de ces dimensions. Et nous avons repris la main désormais depuis plus d'une semaine en interdisant toute exonération et toute facilité de paiement au niveau de l'importation des produits à la frontière. Et lorsque nous avons essayé cette première mesure, les résultats ont été indicatifs. Mais après, on a pu donner une dérogation pour des facilités de paiement, accordant aux uns et aux autres la possibilité d'importer plus de 5000 mètres cubes en payant de manière échelonnée les droits de la parafiscalité pétrolière. Quelle a été notre surprise de constater qu'il y a une volonté manifeste d'abus de la volonté du gouvernement qui a conduit à ce que des opérateurs ont pu obtenir des facilités pour l'importation de 200 000 mètres cubes de produits pétroliers. Et nous avons été obligés de repasser à l'offensif pour dire on arrête ça,
plus personne n'a ces facilités jusqu'à ce que la question soit tirée au clair. Mais c'est là aussi le rôle du Parlement, le contrôle politique, il est de votre compétence. Donc, faites ce que la Constitution vous reconnaît des droits pour comprendre ce que le gouvernement fait dans ces domaines. C'est la même question sur les bénéficiaires, les avances, les facilités qui sont données. Nous, de manière transparente, nous restons disponibles à accompagner toute mission du Parlement qui viendrait pour clarification sur ces interrogations qui sont formulées par les parlements. Et le gouvernement s'est donné l'objectif de s'assigner sur des meilleures pratiques et la bonne gouvernance, mais également la transparence dans la gestion. Nous disons ici notre disponibilité de nous soumettre au contrôle qui pourrait être diligenté pour clarifier ces questions qui vont dans le sens d'améliorer les rendements de la parafiscalité pétrolière, qui est un élément essentiel qui va aider à ce que nous puissions garantir l'approvisionnement des produits stratégiques qui sont les produits pétroliers. Toujours dans le cadre de la politique du gouvernement, nous avons aujourd'hui une politique de marquage moléculaire des produits qui est en cours au niveau du ministère des Hydrocarbures, mais également une autre politique mise en œuvre, celle de l'exclusion des miniers de la subvention, parce qu'il est aberrant qu'un gouvernement continue à subventionner des miniers. Et nous irons plus loin pour voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir sur l'exclusion d'une certaine catégorie de personnes. Nous, ici, tous ensemble, nous n'avons pas besoin que l'État nous subventionne à la pompe pour acheter les produits pétroliers. Mais les transporteurs en commun, ceux qui aident nos populations, et ont besoin d'être subventionnés. C'est des réflexions que votre gouvernement est en train d'enrichir pour améliorer la parafiscalité pétrolière, lutter contre la fraude et améliorer les rendements de la parafiscalité de ces secteurs. Je crois avoir répondu avec beaucoup de modestie, je pense, aux préoccupations relatives au manque à gagner des produits pétroliers. Il nous reste la problématique de prédire les craintes exprimées par les sages de la République pour qu'on revienne sur les projets de transbordement des eaux de l'Ubangi vers la République centrafricaine. Nous réaffirmons ici que cela n'est pas le cas, ce n'est pas le même projet. Il s'agit tout simplement d'un projet qui va aider à ce que nos populations puissent avoir accès aux eaux. Mais pour offrir aussi des alternatives, aux pays voisins et mitiguer ces risques où vous avez des ressources abondantes et que les autres vous observent sans les avoir accès, nous avons jugé mieux de répondre de manière moderne en partageant l'exploitation des ressources avec nos pays frontaliers. Et cela ne rentre pas dans les cadres de transbordement des eaux. Il s'agit tout simplement de l'assainissement, mais également de la production des eaux à distribuer à nos populations. Nos pays tels qu'ils sont aujourd'hui, et notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays appelé à la grandeur, comme disait notre héros national de reste-mémoire, l'effet Patrice Emery Lumumba. Le Congo est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. Nous ne devons pas, nous, avoir la crainte à chaque instant où nous devons répondre à l'appel de la grandeur, d'être les poumons de l'économie de l'Afrique, d'être la solution aux problèmes qui affectent les différents pays aux environs. Nous pensons que les craintes qui sont exprimées ici sont fondamentales, mais nous rassurons les élus qu'il ne s'agit pas du même projet. Critères de sélection des projets, l'honorable sénatrice Aguito a soulevé, pas pour la première fois, plus d'une fois, cette préoccupation. Nous avons, nous, au niveau du ministère de Finances, les rôles de garantir les prises de participation, mais également les engagements financiers de l'État au niveau international. Les projets sont conçus au niveau sectoriel. C'est au niveau de chaque ministère, comme l'honorable Nguindou l'a dit, les ministères du développement durable, de l'environnement et du développement durable, les ministères des ressources hydrauliques, les ministères des ressources de développement rural. C'est au niveau sectoriel que les projets sont conçus avec l'assistance de nos partenaires. Et nous, notre rôle, c'est venir à porter notre expertise sur la formulation
de ces projets, mais également la conduite des négociations avec nos partenaires. Je crois savoir qu'à ces niveaux sectoriels, un certain nombre de critères sont en cours sur l'évaluation des provinces qui doivent bénéficier des projets du gouvernement. Et à ce que je sache, il y a aussi, dans les cadres des autres projets financés par les fonds africains de développement à travers la Banque africaine de développement, un certain nombre de projets qui affectent à la fois les projets en termes d'aire géographique, les projets de la zone centre, les projets de la zone est, comprenant les Nord Kivu, les Sud Kivu, les projets de la zone Sud, comprenant les provinces du Katanga, les projets de la zone orientale, comprenant les provinces de la zone orientale, mais également les projets qui sont pris en charge au niveau de l'Équateur. Donc, il y a cette répartition en forme d'aire géographique de la République. Et s'il y a un projet qui vient, qui cible une zone, et là, vous avez pu constater qu'il s'agit plus des projets qui prennent l'ex-province de l'Équateur. Il y a d'autres projets qui prennent l'ex-province de la Grande Orientale, des projets qui vont prendre les ex-provinces du Kasaï. C'est par cette répartition, mais également, l'autre critère, c'est les défis démographiques. Et toutes les provinces n'ont pas les mêmes problèmes en termes d'accès aux ressources énergétiques, en termes d'eau et d'électricité. Au Congo central, la fourniture d'électricité n'est pas à 100%, mais elle est à un taux acceptable qui est différent de la province de Bazouélé. Donc, si nous voulons résoudre un problème de financement de la production de l'électricité, à court terme ou à moyen terme, nous allons devoir choisir les provinces qui ont des défis énormes dans ces domaines. Mais également, l'autre critère, c'est les externalités positives que le gouvernement veut impulser dans chaque région. Si nous avons un projet d'investissement économique dans une région, il est possible que dans cette région, nous puissions mettre en œuvre un certain nombre de projets pour créer ces externalités qui vont soutenir les projets d'investissement du gouvernement. Et en tout état de cause, la République démocratique du Congo, elle est une et indivisible. Elle est faite certes des tribus, mais personne ne pourrait séparer ces enfants de cette République qui sont appelés à vivre ensemble, aujourd'hui et à jamais, unis par les sorts. Je vous remercie.